Notre définition du viol n'englobe pas toutes les situations que j'ai à connaître. Vous savez, hein, le viol, vous connaissez le texte aussi bien que moi, hein, c'est tout acte de pénétration imposé par menace, contrainte, violence ou surprise. Alors, ce qui veut dire que, à contrario, s'il n'y a pas de menace, violence, contrainte ou surprise, l'acte sexuel est consenti. Il y a plein de situations où on ne peut pas véritablement qualifier ces 4 éléments-là, et pour autant, les femmes ou les hommes peuvent exprimer le sentiment d'avoir été outrepassés dans leur consentement à l'acte sexuel. L'avocate que nous rencontrons aujourd'hui est une combattante. C'est une combattante pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle a d'ailleurs été considérée comme une des avocates les plus puissantes de France selon JQ. Notre justice est-elle à la hauteur dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes? Faut-il modifier la loi à ce sujet? Quelles sont les causes profondes des agressions sexuelles? Toutes ces questions, nous allons les lui poser parce qu'elles sont plus que jamais d'actualité. Voici donc notre interview exclusive avec Maître Anne Bouillon. Bon visionnage à toutes et à tous. Bonjour Anne Bouillon. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir ici dans votre bureau pour la 3e interview de Parole d'avocat. Parole d'avocat, c'est une émission qui donne la parole aux grandes avocates et aux grands avocats d'aujourd'hui. En quelques mots, comment vous présenteriez-vous? Alors, avocate, moi, précisément, je tiens au « e » à la fin du mot parce que je suis une femme qui exerce cette profession. Et pour me définir, c'est la première chose qui me vient à l'esprit, c'est ça. C'est mon métier qui est plus qu'un métier, c'est une identité. Donc je suis avocate au barreau de Nantes depuis bientôt 20 ans. Et j'ai 48 ans, je suis mère de famille, mariée à un avocat et très heureuse d'exercer cette profession. Et qu'est-ce qui vous anime un petit peu dans l'exercice de votre profession? Qu'est-ce que vous fait que vous aimez votre métier? C'est un engagement. Donc, ce qui me donne, moi, de l'énergie pour remettre le travail sur l'ouvrage tous les jours, c'est le sentiment intime et profond de faire quelque chose qui, modestement, de manière humble, peut faire une différence. Fait une différence pour moi, en tout cas, et puis peut faire une différence pour les personnes que je défends. J'ai l'impression que j'ai un rôle à jouer dans la cité, j'ai l'impression que je participe à une œuvre de justice, c'est un bien grand mot, mais c'est vrai. J'ai l'impression qu'une démocratie qui va bien est une démocratie dans laquelle les avocats ont un rôle à jouer et peuvent le jouer en plein exercice. Donc c'est tout ça qui m'anime et qui me met en mouvement. Et justement, votre travail a été récompensé, si j'ose dire, par le classement de JQ de 2019 qui vous a désigné comme la 3e avocate la plus puissante de France. Et ce qui est assez, et surtout, vous avez surclassé, vous avez surpassé un petit peu tous les pontes du barreau dans ce classement, Éric Dupond-Moretti inclus. Quelle a été votre réaction quand vous l'avez appris? Très honnêtement, j'étais surprise. J'étais déjà dans ce classement l'année précédente, mais j'étais surprise, j'étais flattée. Je vais pas bouder mon plaisir. Ça vient récompenser un travail, ça vient manifester une reconnaissance. Ce classement GQ, il est tout à la fois autant décrié qu'observé par la profession. Pour une féministe, être classée dans un magazine masculin, c'était vraiment une bonne surprise. En réalité, ce que ça vient dire d'abord, ce classement, à mon sens, c'est la volonté de la rédaction de mettre en lumière ce pourquoi je me bats tous les jours, c'est-à-dire un engagement très fort du côté de la lutte contre les violences faites aux femmes, un engagement très fort du côté de la lutte contre les violences conjugales, contre les violences sexistes, contre les violences sexuelles. Et je crois que ce classement, il correspond à l'ère du temps.
avec voilà, cette volonté éditoriale de mettre ça en lumière. Donc au-delà de ma personne, même si ça a flatté mon ego hypertrophié, au-delà de ma personne, c'est vraiment ça qui a été mis en lumière, je crois. Oui. Et justement, d'où vient cet engagement, ce combat pour l'égalité entre les hommes et les femmes et contre les violences sexuelles et sexistes? Sans vouloir vous reprendre, on dit égalité entre les femmes et les hommes, parce que oui. S'il y a un seul ordre qui vaille, c'est l'ordre alphabétique, donc le F étant, sauf erreur placé avant le H, on dit égalité entre les femmes et les hommes. Et excusez-moi si je vous reprends à plusieurs reprises sur cette question-là, parce que voilà, c'est les petits réflexes de féministes. Bah, d'où ça me vient, c'est une question qu'on me pose souvent, et ça vient de la rencontre de deux choses d'abord. Ça vient de ce que, comme on le disait tout à l'heure au début de notre entretien, moi je suis une avocate et que j'ai eu le sentiment, qui n'est pas partagé par toutes mes consoeurs, de ce que ma condition de femme me définissait aussi dans cet exercice professionnel-là. Que malgré le port de cette robe qui est unisexe, neutre, mon exercice, il était aussi conditionné par le fait que je suis une femme et que j'arrive dans cet univers qui est, pas majoritairement masculin, parce que maintenant les femmes sont majoritaires dans la profession, mais qui pendant des décennies, des siècles, a été l'apanage des hommes et encore un territoire préservé pour les hommes. Avec des poches dans lesquelles les femmes peuvent exercer, des sphères dans lesquelles elles peuvent exercer. Mais en tout cas, dans ma carrière, il m'est apparu évident que ma condition de femme avait conditionné un certain nombre de réactions, positives ou négatives, mais en tout cas n'était pas neutre. Qu'elle n'était pas neutre pour l'institution judiciaire, qu'elle n'était pas neutre pour mes clients, qu'elle n'était pas neutre pour mes interlocuteurs, qu'elle n'était pas neutre pour moi non plus. Donc, paradoxalement, je me suis sentie très femme à partir du moment où je suis devenue avocate. Et c'est quelque chose qui m'était renvoyé et dont je pouvais encore une fois bénéficier ou qui pouvait me porter préjudice. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est la rencontre avec tous ces parcours de femmes qui ont croisé ma route, qui continuent de le faire. J'arrive à l'instant du tribunal où voilà, je défendais une femme et elles remplissent ma salle d'attente et elles viennent déposer devant moi des parcours et des histoires de vie où la constante, en tout cas un des fils rouges, c'est pareil, le fait qu'être femme n'est pas neutre, le fait qu'être femme a une incidence sur leur quotidien et que elles peuvent et que l'égalité n'est pas là. Hein. Je crois qu'elles ne sont pas toutes victimes de violences conjugales, évidemment, ça serait une idiotie que de dire ça. Mais dire qu'elles se sentent et elles se vivent comme l'égale des hommes ou qu'elles restituent des histoires qui démontrent qu'elles le sont, eh bien, assurément non. Et puis, oui, je crois que les parcours de violences subies, de violences ressenties, de violences extrêmement protéiformes, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Je crois que j'avais été préservée de ça dans le milieu qui est le mien, dans l'environnement qui est le mien, et ça m'a littéralement explosé à la figure. Et lorsque ces histoires s'accumulent, lorsque les choses sont récurrentes, lorsque, quel que soit le milieu social, quelle que soit l'origine, quelle que soit la condition, la constante c'est ça, c'est le fait de subir une domination masculine. Eh bien, ça amène à s'interroger sur le fait qu'il y a véritablement un problème dans notre société. Et cette question-là, je la ressens à titre personnel, et puis je la porte avec la parole de mes clientes. Ce problème dans la société que vous évoquez, on a l'impression que depuis l'affaire Harvey Weinstein et le mouvement MeToo qui a pris de l'ampleur en 2017, on a vraiment l'impression que ce problème, il apparaît comme un véritable enjeu de société. Est-ce que vous pensez que finalement l'affaire MeToo a constitué en France une nouvelle vague féministe ? Oui, et c'est pas moi qui le dis, on est nombreux et nombreuses à le dire.
l'émancipation des femmes et ce combat pour l'égalité, c'est un combat vieux comme mes robes, hein, comme dirait ma grand-mère. Enfin, c'est évidemment avec des avancées qui ont été significatives. On part quand même de très loin. Et vous êtes juriste, le droit de vote, le droit de travailler sans demander l'autorisation de son mari, le droit d'avoir un compte bancaire sans demander l'autorisation de son mari, le droit de maîtriser son corps, sa contraception, sa sexualité, le fait de pouvoir être reconnu comme victime de viol dans le couple, 1992, c'est quand même extrêmement récent. Donc les avancées sont nombreuses en droit. En fait, elles avancent moins vite. Hein. L'égalité réelle n'est pas encore une réalité dans notre société. L'égalité juridique, oui, heureusement, on y est. Mais la vague MeToo a été une rupture décisive, y compris dans mon exercice professionnel. C'est ça qui est intéressant à mesurer en fait. Parce que depuis MeToo, depuis cette libération de la parole des femmes, moi j'ai pas l'impression que la parole des femmes se soit libérée, hein. Moi j'ai l'impression que c'est les oreilles qui se sont débouchées, mais la parole des femmes, elle a toujours été là, à portée d'oreille. C'est les regards qui se détournaient, hein, plus que les bouches qui étaient cousues. Eh bien, depuis cette vague-là, cette troisième révolution féministe, on a un champ d'action, on a une attention portée à ce que l'on peut dénoncer qui s'est accrue. Ou alors, si j'ai mauvais esprit, je dirais, et j'ai souvent mauvais esprit, que les détracteurs, nos détracteurs, ont moins le champ libre. Voilà. Mais il ne faut pas sous-estimer non plus les effets, ce qu'on appelle les effets backlash, vous savez, les retours de balancier en arrière. C'est-à-dire que militer et œuvrer pour l'égalité femmes-hommes, c'est œuvrer pour bousculer les normes sociales qui sont très profondément ancrées en vous, en moi, en nous, collectivement. C'est bousculer l'ordre établi. Il ne faut pas croire que bousculer l'ordre établi, ça se fait autour d'une tasse de thé et avec des petits fours. Ça se fait dans la rupture, ça se fait dans la confrontation, ça se fait parfois dans la douleur. Et les tenants du pouvoir peuvent ne pas l'entendre de cette oreille-là. Moi, je suis toujours surprise, et on le constate encore là dans l'actualité récente, à quel point certains, voire certaines, s'empressent de dire aux femmes de parler moins fort, d'être moins revendicantes, d'être moins violentes dans leurs revendications quand il s'agit de revendiquer l'égalité entre les femmes et les hommes. Voilà, qu'il y ait des excès, on peut en discuter, mais l'injonction au silence qui est faite aux femmes qui portent une parole libre, elle est quand même très forte. Moi, on m'a enjoint au silence à plusieurs reprises. Et je vous parle de mon exercice professionnel, mais aussi de mon exercice militant. Donc, et pourtant, je ne suis pas une Amazone farouche, révolutionnaire. Non, je suis une combattante de l'égalité. Hein. Mais ça vient encore une fois parce que ça vient bousculer les normes établies, et susciter des réactions qui sont parfois épidermiques et très violentes. Donc, les choses progressent. MeToo a été assurément un progrès considérable, que d'ailleurs je n'ai peut-être pas mesuré moi au moment où ça s'est produit. Il y a encore beaucoup de chemin qui nous reste à parcourir. Hein. Et du dépôt de plainte à l'exécution de la peine pénale en passant par la phase d'audience, est-ce que vous pensez que tous les acteurs de la justice pénale sont à la hauteur dans la lutte contre les violences faites aux femmes ? Mais la réponse que je vous fais aujourd'hui, Antoine, n'est pas celle que je vous aurais faite il y a 10 ans. Il y a 10 ans, j'aurais eu un discours très critique, acerbe, amer. Au jour d'aujourd'hui, j'essaie d'être le plus honnête possible par rapport à ce que je constate. Ça progresse. Moi, je vois plein de magistrats au travail, plein d'avocats qui se forment, plein de policiers qui ont envie de bien faire. Je vois des procureurs qui se saisissent de ces questions-là et qui insufflent de véritables politiques pénales. Je vois un gouvernement qui le brandit, en tout cas la lutte contre les violences faites aux femmes, comme un objectif fort.
Après, on pourrait discuter de la réalité de la politique et de sa mise en œuvre. On en parlera après. Mais en tout cas, puisque votre question elle porte sur l'institution judiciaire, oui, il y a des choses qui changent de manière drastique et je vois plein de bonne volonté. Il y a des choses à déconstruire, il y a des archaïsmes à déconstruire. L'institution judiciaire, c'est pas un îlot cloisonné au milieu d'une société. Les juges, ils sont comme vous, comme moi. Ils ont des âges différents, ils ont des cultures différentes, ils viennent de milieux différents et ils doivent déconstruire des réflexes qui veulent que, lorsqu'on parle à des femmes victimes de violences conjugales, on s'interroge nécessairement sur la question de savoir si, en réalité, ce sont bien des violences qu'elle vient dénoncer ou si elle n'a pas un agenda caché qui serait autre. Vous savez, l'exemple le plus flagrant, c'est comparer l'accueil qui peut être fait à une femme qui vient déposer plainte pour le vol de son téléphone portable et l'accueil qui peut être fait à celle qui vient déposer plainte pour viol. À la première, on ne reprochera pas de s'être trop servi de son téléphone portable, par exemple. Vous vous êtes fait voler votre téléphone portable, vous avez dit de vous en servir moins. Celle qui vient se plaindre d'un viol, vous vous êtes fait violer, peut-être que vous avez des mœurs un peu légères, qu'il faut peut-être réfléchir à votre propre comportement. Alors ça, c'est des choses qu'on voyait de manière extrêmement récurrente il y a quelques années, qui tendent à disparaître. Parce que d'abord, il y a des mouvements féministes forts qui revendiquent et qui disent que ça, c'est plus possible. Parce que on se forme sur ce que sont les violences sexuelles, sur ce que sont les violences sexistes, sur ce que sont les violences conjugales. On connaît ce que c'est que l'état de sidération d'une femme. On connaît ce que c'est que l'emprise qui l'a réduit au silence. On connaît ce que c'est que le cycle des violences conjugales qui fait que une femme victime de violence, c'est très compliqué de partir. Mais enfin, madame, si vous faites taper, pourquoi vous n'êtes pas partie avant? C'est une question débile. C'est une question qui révèle une ignorance crasse de ce que sont les violences conjugales. Ça tend à disparaître. Il y a à Nantes, et moi je leur rends un véritable hommage, des magistrates qui ont beaucoup œuvré pour que des audiences dédiées, des audiences pénales, dédiées au contentieux familial soient organisées. Il n'y a pas qu'à Nantes, il y a d'autres juridictions où ça se fait. Mais ça a été compliqué de les mettre en place parce que il y avait la crainte de ce que, et pour faire court, dans ces audiences, on casse du mec. Ce soit de dangereuses féministes qui n'aient la bave aux lèvres que l'envie de réduire les hommes à l'état d'objet ou de leur couper certains attributs. Non mais je plaisante, mais voilà, c'était véritablement une préoccupation en termes juridiques. Est-ce que la proportionnalité des peines allait être respectée? Est-ce que l'individualisation des peines allait être respectée? Est-ce que la sacro-sainte présomption d'innocence à laquelle tout le monde est attaché ici allait être respectée? Est-ce qu'on allait croire les femmes juste sur parole? Voilà un débat qui est récurrent, qui est constant, qu'on entend encore actuellement, avec des tribunes qui sont publiées autour de cette inquiétude. Moi, je peux vous dire que si vous allez voir ces audiences dédiées, eh bien, vous verriez qu'aucun des principes fondateurs de notre procédure pénale n'y est écorné. Vous pourriez voir que les juges font toujours leur boulot de juge, à charge et à décharge. Vous pourriez voir que les femmes ne sont pas, ou les victimes ne sont pas crues sur parole. En réalité, ce qu'on voit, c'est que parce que ces magistrats, ces greffiers, greffières sont formés, eh bien, ces questions nauséabondes qui consistent à renvoyer la victime à sa propre responsabilité, à la hauteur de sa jupe, à la profondeur de son décolleté ou à la satisfaction qu'elle pouvait trouver à rester sur une situation conjugale toxique, elles n'ont plus lieu d'être. Elles n'ont plus lieu d'être parce qu'on a déconstruit ces vieux schémas-là, mais ce qui reste immuable, ce sont nos principes fondateurs de la procédure pénale. Donc oui, ça avance, mais ça avance péniblement, et voilà, il y a encore du travail. Et faudra-t-il généraliser toutes ces audiences dédiées au niveau national? Est-ce que ça pourrait être une solution pour que l'institution judiciaire s'améliore dans cette lutte? Vous savez, au-delà de votre question, ce que vous posez comme question, c'est est-ce qu'on doit aboutir un peu sur le modèle espagnol, qui a une loi cadre qui date de 2004, est-ce qu'on doit aboutir à des juridictions spécialisées?
En Espagne, ils ne nous ont pas attendus, hein. Ils ont créé des juridictions spécialisées sur les violences conjugales qui conjuguent des compétences civiles et des compétences pénales. Bon, est-ce qu'on doit arriver à ça? Moi, je crois qu'on est en train d'en prendre le chemin. Parce que des réformes récentes montrent qu'on donne de plus en plus de compétences au juge pénal en matière de droit civil, et je pense notamment à toutes les dispositions sur le retrait de l'exercice de l'autorité parentale. Et puis on donne aux juges civils, on en parlera peut-être, hein, de plus en plus de compétences en matière de restriction de liberté, qui sont normalement du champ de compétences du JLD, du juge de la liberté de la détention ou du juge pénal. Et donc on arrive un peu à cette croisée des compétences et, bon an mal an, on se dirige vers ces juridictions spécialisées. Bon. Elles ont quand même prouvé leur efficacité en Espagne. Elles ne sont pas sans poser de questions en termes constitutionnels, hein, en termes de rupture d'égalité devant la loi, etc. Ça pose des questions. Mais voilà, de facto, on voit qu'on progresse vers ça. Et quand une femme, je voudrais qu'on discute un peu de l'arsenal législatif qui existe en France, pour faire suivre un petit peu à ce que vous avez dit. Quand une femme victime de violences conjugales vient vous voir dans votre cabinet, quels sont les moyens légaux dont vous disposez? Votre question, elle porte sur notre arsenal juridique actuel. Est-ce que j'estime qu'il est complet ou perfectible? Il est bien, hein, notre arsenal juridique. Enfin, on a, depuis l'ordonnance de protection judiciaire, depuis que les ordonnances de protection judiciaire existent, depuis donc une dizaine d'années. Est-ce que vous pouvez nous expliquer juste? Alors, l'ordonnance de protection judiciaire, c'est la capacité que le juge aux affaires familiales a de rendre à bref délai, et depuis peu à très bref délai, dans les 6 jours de sa saisine, une ordonnance qui organise une protection autour d'une victime de violences conjugales. Bon. Le régime de l'ordonnance de protection judiciaire a été amélioré par 3 réformes successives. Il est aujourd'hui assez performant en ce que, sur le terrain de l'administration de la preuve, les critères sont suffisamment larges pour éviter aux femmes d'avoir un dossier absolument complet avant de solliciter cette protection. Précisément, la loi vient maintenant dire qu'il n'est même plus nécessaire qu'une plainte ait été déposée pour saisir le juge des affaires familiales. Mais le juge des affaires familiales, dès lors que les violences lui semblent vraisemblables, c'est ce que dit le texte, peut rendre cette ordonnance qui vient cadrer les choses, faire interdiction au conjoint de prendre attache par tout moyen avec la victime, et puis prendre des dispositions qui sont de toute nature, hein, interdiction de porter une arme, interdiction de se rendre en certains lieux, et ça c'est une nouveauté depuis la réforme de cette année, de l'année dernière, sur le fait que le juge d'affaires familiales peut faire interdiction au conjoint violent de se présenter sur le lieu de travail, par exemple, ce qui est quelque chose qu'on voyait souvent, parce que les violences conjugales, elles s'expriment dans plein de champs de la vie des victimes, dans le champ sexuel, dans le champ physique, dans le champ moral, dans le champ administratif, mais dans la sphère du travail, par le prisme des enfants, c'est ce qu'on appelle le continuum des violences conjugales. Bref, le juge des affaires familiales peut octroyer cette protection, et puis, là, depuis peu, proposer la mise en œuvre du bracelet anti-rapprochement qu'on attendait depuis belle lurette. Alors il y en a 1000 qui sont mis en œuvre là. On attend de notre ex-confrère, maintenant garde des Sceaux, qu'il développe et généralise ce dispositif sur l'intégralité du territoire. Mais voilà une vraie nouveauté, ce bracelet anti-rapprochement qui est extrêmement intéressante en termes de protection. Donc l'ordonnance de protection judiciaire est un mécanisme extrêmement intéressant. Il l'est d'autant plus que dès lors que le conjoint violent vient à violer les dispositions rendues par le juge d'affaires familiales, ça constitue en soi une nouvelle infraction. La semaine dernière, par exemple, en comparution immédiate, je défendais 2 femmes que j'avais défendues devant le juge d'affaires familiales et qui avaient obtenu une ordonnance de protection judiciaire, et les mesures étaient violées par les conjoints violents. Le parquet de Nantes
qui maintenant se mobilise sur ces questions-là, a déféré ses conjoints devant le tribunal correctionnel qui statue en comparution immédiate. Et voilà, donc c'est une réponse rapide, ferme, sur le fait qu'il ne faut pas déconner avec ça. Et il ne faut tellement pas déconner avec ça qu'il y a quelque chose qui ne baisse pas. C'est non seulement le nombre de femmes victimes de violences conjugales, hein. Les chiffres ont été publiés la semaine dernière, on le sait, ça ne décroît pas, ça aurait même tendance plutôt à augmenter. Alors est-ce que c'est des femmes qui viennent plus déposer plainte au jour d'aujourd'hui? C'est possible, mais en tout cas les chiffres ne baissent pas. Et puis il y a un chiffre qui baisse décidément pas et qui moi me tord le ventre, c'est celui des femmes tuées chaque année. Et ça on a beau faire, ça diminue pas. Donc le minimum qu'on puisse faire, sinon vraiment notre société ne va pas bien, c'est de signifier très fermement aux auteurs de violences conjugales qu'ils n'ont pas intérêt à réitérer et que s'ils réitèrent, il y a une réponse pénale forte qui sera apportée. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer dans notre arsenal législatif? Bon, il y en a plein. Il y en a plein. Il y a plein de débats qui sont ouverts. L'ordonnance de protection judiciaire peut être améliorée. La question des juridictions spécialisées est une question qui mérite d'être mise au travail. Il y a voilà, des débats qui sont organisés sur des codifications qui pourraient avoir lieu. Moi, je ne suis pas tout à fait dans la ligne de ce que mes camarades féministes peuvent revendiquer en termes de codification. Je me méfie toujours et là c'est vraiment l'avocate qui parle, du réflexe de il y a un fait de société, on codifie. Je crois qu'il faut manier la plume avec beaucoup de précaution et se garder du réflexe plus que de la raison. En revanche, il y a un chantier qui me semble devoir être ouvert, c'est celui du viol. Notre définition du viol n'englobe pas toutes les situations que j'ai à connaître. Vous savez, hein, le viol, vous connaissez le texte aussi bien que moi, hein, c'est tout acte de pénétration imposé par menace, contrainte, violence ou surprise. Alors, ce qui veut dire que, à contrario, s'il n'y a pas de menace, violence, contrainte ou surprise, l'acte sexuel est consenti. C'est-à-dire que tout se passe comme s'il y a une présomption de consentement. Et puis, l'intention criminelle ne procède que de la menace, contrainte, violence ou surprise. Il y a plein de situations où on ne peut pas véritablement qualifier ces quatre éléments-là, encore une fois, hein, qui sont constitutifs de l'intention. Et pour autant, les femmes ou les hommes peuvent exprimer le sentiment. Alors vous allez me dire, ah oui, mais on ne juge pas des sentiments, et vous auriez raison, on ne juge pas des sentiments, on juge en droit, mais peuvent exprimer le sentiment d'avoir été outrepassés dans leur consentement à l'acte sexuel. Certes, on ne juge pas des sentiments, mais ce qui ne figure pas dans notre droit positif, c'est cette notion de consentement. Moi, je pense qu'il faut réfléchir à cette notion de consentement. Je n'ai pas de solution définie, mais en tout cas, je vois très souvent ce qu'on appelle des situations relevant de cette zone grise, où il n'a pas été dit non, mais il n'a pas été dit oui non plus, où les choses se sont déroulées de telle manière que les victimes, celles qui subissent ces actes sexuels, ont véritablement le sentiment de ne pas avoir été respectées dans leur intégrité sexuelle. Je crois qu'il y a vraiment un chantier à ouvrir sur cette question-là. Notre codification, notre droit n'est pas du tout le même que celui de nos voisins européens du nord de l'Europe, par exemple, où le consentement reste la pierre angulaire. Pas du tout la même qu'au Canada. Hein. Le Canada a fait du consentement, oui c'est oui, non c'est non, la codification du viol. Je pense qu'il faut vraiment qu'on se départisse un peu de nos réflexes latins, parce que qu'est-ce que ça veut dire là? Il y a quand même une conception de la femme qui est à l'œuvre sur cette définition du viol. Ça veut dire que, et même dans la notion de consentement, consentir à quelque chose, ça veut dire presque
accepter finalement que se passe. Moi, je préférais parler d'accords manifestes des partis. Mais on me rétorquera qu'on ne va pas signer un contrat à chaque fois qu'on veut avoir un rapport sexuel. Et je suis bien d'accord. Voilà, il y a un chantier à ouvrir sur cette question-là. Et je voudrais qu'on évoque aussi un autre fait divers sordide qui a eu lieu à Nantes. Il y en a beaucoup à Nantes. Hein. Oui, mais parce que celui-là, il est assez révélateur. Il a eu un écho assez important au niveau national et au niveau local. Il s'agissait d'une lycéenne qui avait été tuée et violée par un auteur qui avait déjà fait plusieurs victimes et qui avait déjà commis plusieurs viols et qui avait déjà été condamné pour ces faits. Il avait eu 18 ans de prison et il était ressorti au bout de 10 ans. Donc je voulais savoir, est-ce qu'à votre avis, il faut modifier tout ce qui est politique pénale de répression? Comment on fait concrètement pour empêcher la récidive d'un viol? Est-ce qu'on impose, comme l'ont proposé certains députés, la castration chimique? Est-ce qu'on fait une peine de prison à perpétuité? Comment on peut faire? Vous pensez que j'ai la solution à ça? Peut-être, on ne sait pas. Non. Moi, je crois qu'il faut d'abord étudier les chiffres. Vous parlez d'un fait divers, et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est surtout ne pas réagir à l'aune d'un fait divers, que ce soit Jonathan Daval, dont on n'a vraiment que trop parlé, sans parler du tout d'ailleurs à cette occasion des féminicides et de ce que ça signifie qu'un homme qui a priori n'a pas d'antécédents judiciaires bascule de 0 à un homicide. Moi, j'aurais souhaité, dans ce cadre-là, entendre un peu une réflexion un peu systémique sur plus que l'analyse d'un simple fait divers. Mais fermons la parenthèse, Jonathan Daval. Pour répondre à votre question, je crois qu'effectivement, il faut se garder de l'analyse à chaud sur les faits divers. Et prenons les chiffres. Si vous m'interrogez sur les chiffres de la récidive, les chiffres de récidive en matière de crimes sexuels, je crois que les dernières études, c'est 5% de récidivistes. Là où en droit commun, on tourne autour de 20%, voire 50% sur certaines infractions type trafic de stupéfiants, etc. Donc la récidive en matière de crimes sexuels, c'est une infime minorité. Je crois que c'est la première des choses à dire. Pour autant, ça rassure personne et c'est toujours trop, 5%. Mais je crois qu'il faut aussi avoir l'honnêteté de dire et la clairvoyance de dire qu'une société sans crime, ça n'existe pas. Hein. Enfin, ça peut exister, c'est des sociétés dans lesquelles on n'a pas envie de vivre. Des sociétés un peu fascisantes. Bref. Mais une société sans crime, ça n'existe pas. Une société sans meurtre, ça n'existe pas. Et moi, je me sens d'autant plus libre de le dire que je ne suis pas une femme politique en situation de décision, vous voyez, je n'ai pas de programme politique à vendre, mais ça n'existe pas. Donc la castration chimique, non, ça heurte vraiment ma clause de conscience. Je suis convaincue de ce que le carcéral n'est évidemment pas une solution et une réponse au problème. C'est un pansement sur une jambe de bois. Ça ne veut pas dire qu'il faille éviter le carcéral à tout craint. Ça veut dire que c'est certainement pas une réponse. En termes criminologiques, ça n'a pas de sens pour prévenir la récidive. Au contraire, ce qu'on sait, on sait que ce qui prévient la récidive, c'est le maintien des liens. On sait que ce qui prévient la récidive, c'est l'insertion professionnelle. On sait que ce qui prévient la récidive, c'est le maintien des liens familiaux, conjugaux, sociaux. C'est l'accès à des formations. C'est tout ça qui prévient la récidive. Donc la perpétuité pour les violeurs, certainement pas. Et au final, quelles sont, à votre avis, les causes profondes de toutes ces violences sexuelles et sexistes? Ah ben voilà une question intéressante. C'est-à-dire que là, on arrive au cœur du sujet. Pourquoi? Et moi c'est une question à laquelle je n'ai pas fini de répondre, et merci de me la poser, parce que c'est tout mon travail, ça. Pourquoi est-ce qu'on est sur une société qui continue de produire
ces violences faites aux femmes. Alors, vous pourriez me renvoyer à ma réponse précédente, vous avez dit qu'une société sans crime n'existait pas, certes. Mais pourquoi ces violences conjugales conservent ces proportions-là? Pourquoi ces violences sexuelles conservent ces proportions-là? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire chuter le nombre de féminicides chaque année? Parce qu'on touche à un problème culturel. Parce que la domination masculine s'est inscrite dans notre patrimoine génétique sociétal. Parce que l'idée de ce que, quelque part, et d'une certaine manière, la femme reste inférieure à l'homme, est une idée qui est extrêmement commune et courante. L'égalité femmes-hommes, on le disait tout à l'heure, c'est encore une idée qui peut paraître révolutionnaire aux yeux de certains. Pourquoi est-ce qu'on éduque les petits garçons, on continue d'éduquer les petits garçons de manière différente des petites filles? On continue d'inculquer aux petites filles des valeurs qui sont de l'ordre de la soumission et de ce que, dans les cours de récréation, allez voir l'espace occupé par les garçons qui jouent au foot, allez voir l'espace occupé par les filles qui sont à la marge, et vous aurez déjà un indicateur de de la manière dont on élève nos enfants. Déconstruire ces réflexes-là, déconstruire cette culture-là. Il faut que vous lisiez Françoise Héritier. Françoise Héritier, elle a produit des écrits qui sont extrêmement réjouissants parce qu'elle nous dit que tout ça c'est culturel. Alors la bonne nouvelle, c'est que ce qui est culturel, c'est appris, c'est pas inné. La domination de l'homme sur la femme n'est pas un phénomène naturel, inné ou divin. C'est culturel, donc ce qui a été appris peut être désappris. Alors désapprenons. Désapprenons collectivement, et donc apprenons collectivement à cultiver cette égalité entre les femmes et les hommes, et je crois vraiment qu'on a tous et toutes à y gagner. Et sur les engagements féministes qui sont les miens, moi je pense que ce sont les hommes qui doivent s'engager sur la question de l'égalité. C'est des hommes qui doivent rejoindre le combat féministe. Et voilà, je crois que c'est un combat collectif à mener pour l'éducation et pour une culture de l'égalité. Vous avez défendu récemment une femme Charity, une prostituée nigériane qui a trouvé la force de dénoncer son proxénète après avoir vécu l'enfer des traversées de la Méditerranée, des camps libyens, puis des trottoirs nantais. Vous nous aviez dit que ça vous avait marqué, enfin dans la presse. Pouvez-vous nous raconter son histoire et ce procès et pourquoi vous a-t-il marqué? Ça fait longtemps que je défends les victimes de traite des êtres humains. J'ai développé je ne vais pas dire une expertise parce que ça fait un peu prétentieux, mais peut-être quelques compétences sur cette question-là, parce que ce sont des situations complexes juridiquement parlant, et humainement et culturellement. Et je travaille avec des associations de terrain qui font des maraudes la nuit et qui proposent des passerelles de sortie aux victimes de traite des êtres humains. Ce sont des femmes qui sont recrutées, transportées et exploitées, dont l'intimité est exploitée sur nos trottoirs pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années. Et le système est ainsi fait qu'après avoir mis des mécanismes de captation et d'asservissement et des rituels de magie vaudou très forts pour s'assurer de leur allégeance au réseau, eh bien, quand une dette, soi-disant dette, est remboursée, on s'assure que les femmes gravissent les échelons et qu'elles font à leur tour venir d'autres femmes. Et donc ça entretient comme ça les réseaux de trafiquants d'êtres humains. Et donc moi je défends celles qui ont ce courage absolument inouï, incroyable, de dénoncer les réseaux dont elles sont victimes et de saisir la justice. Mais c'est un courage inouï parce que ces réseaux-là, ce n'est pas des enfants de cœur, croyez-le bien, et les représailles, elles sont immédiates, tant sur elles-mêmes que sur leurs familles qui sont souvent restées dans leur pays d'origine. Charity, dont vous parlez, c'est une parmi tant d'autres, mais c'est vrai que celle-là est venue me saisir à un moment, là aussi, où je ne m'y attendais pas. Peut-être que j'avais développé une technicité un peu trop importante et que je m'étais un peu éloignée de l'aspect humain de ces situations. On fait
mes confrères, mes consoeurs et moi, on fait un travail difficile hein, qui est humainement engageant et donc on peut aussi, et c'est nécessaire, mettre un peu de distance. Peut-être que j'avais mis un peu trop de distance avec ces femmes-là et Charity, elle s'est assise en face de moi et elle est venue, comme toutes les autres, déposer son histoire et elle l'a fait avec une dignité absolument incroyable et la première chose dont elle m'a parlé, c'est l'enfer de ce qu'elle a vécu en Libye, dans les camps libyens. Presque avant la prostitution forcée qu'elle a connue sur les trottoirs parisiens. C'est de ça dont elle m'a parlé. Et voilà, elle a vécu ce qui pour moi est presque le pire du pire. L'enfermement, les viols, la traversée de la Méditerranée où elle a eu une chance incroyable de survivre, la traversée des camps, et puis la traversée de l'Europe et l'exploitation sexuelle, la contrainte à avoir des dizaines de rapports sexuels avec la captation du fruit de la prostitution. C'est, lorsque je vous disais que je défends les femmes, c'est extrêmement important pour moi que de les défendre elles aussi. Les victimes de traite des êtres humains, ces prostituées, c'est vraiment en termes d'altérité les dernières des dernières en fait. C'est des femmes sans visage. Hein. C'est des femmes que vous croisez, vous apercevez des silhouettes comme ça, vite fait, dans les phares des voitures. Vous ne savez pas qui elles sont, vous ne savez pas d'où elles viennent. Elles sont étrangères, elles ne parlent pas le français, elles sont sans papier, elles ont souvent une couleur de peau qui n'est pas la nôtre, elles sont prostituées. C'est vraiment l'altérité poussée à son paroxysme. Donc moi, je suis très honorée, je suis très fière de pouvoir recréer du lien avec elles. Je suis très fière de pouvoir être une passerelle entre elles et la justice. Je suis très fière de pouvoir contribuer à leur donner une autre existence et à donner à leur famille, rester au pays, une autre existence. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai chevillé au corps, Charity et toutes les autres. Et pouvez-vous, puisque il me semble que vous avez plaidé pour Charity il y a quelques semaines, pouvez-vous nous dire brièvement comment ça s'est déroulé ? Ça se déroule comme à chaque fois, c'était à la GIRS, hein, la juridiction interrégionale spécialisée à Rennes, mais j'ai plaidé il n'y a pas très longtemps aux assises à Paris dans une affaire tout à fait similaire, parce que là aussi les politiques pénales changent, et maintenant la notion de bande organisée, qui est cette circonstance aggravante, peut être retenue, ce qui fait basculer l'infraction dans le champ criminel, hein, et donc les cours d'assises deviennent compétentes. À chaque fois, c'est une épreuve du feu pour ces femmes. Elles se présentent et elles viennent dire, avec tous les risques que ça comporte, toutes les pressions qu'elles ont subies auparavant, et pour autant, elles sont là. Moi, elles m'épatent à chaque fois. Hein. Elles donnent une leçon de courage, de dignité, qui est vraiment, vraiment extrêmement forte. Donc, être leur avocate, c'est un grand honneur. Et sur un plan personnel, que vous ont apporté de manière générale toutes vos clientes ? On en a un peu parlé là. C'est une formule qui peut être un peu éculée, mais elles me construisent véritablement. Hein. Elles me donnent beaucoup d'énergie. C'est dur, hein. Il y en a certaines qui m'agacent. Je suis sûre que j'en agace certaines. C'est des rapports humains, donc ça se passe plus ou moins bien. On essaie de faire en sorte que ça se passe bien, mais voilà, c'est ce qu'elles, leur confiance me porte. Mais ça, c'est vrai de beaucoup d'avocats. On est dépositaire de choses qui sont quand même extraordinaires. Entre ces quatre murs se disent des choses extraordinaires. Grâce à mon métier, j'ai accès à des choses extraordinaires. Je vais au plus sombre et au plus obscur de l'âme humaine et je dois porter les paroles, ces paroles de souffrance. Je suis mise à une place incroyable, dont je mesure cette chance tous les jours. Donc ces femmes, elles me mettent en mouvement, elles me font confiance. J'ai envie de les incarner autant que je peux et j'ai pas envie... mais là aussi, ça m'a demandé beaucoup de travail et beaucoup d'expérience d'avoir une attitude, comment dire, un peu surplombante. Ça, c'est vraiment le pire. Hein.
que ce soit les médecins, les profs, les avocats. Moi, j'essaie de travailler avec, d'avoir une écoute empathique, de ne pas être une sachante vis-à-vis d'une ignorante. J'essaie de ne pas décider à la place de ces femmes. C'est elles qui décident. Par exemple, pourquoi est-ce que je vous dis ça? J'ai en souvenance l'histoire d'une femme pour laquelle je me suis beaucoup battue, qui avait vécu des violences conjugales extrêmement graves, sexuelles, interdiction de sortir chez elle, interdiction de travailler évidemment. Le seul chemin qu'elle pouvait faire, c'était entre son domicile et l'école, et encore avec des contrôles de la part de son mari qui lui imposait de se soumettre au devoir conjugal régulièrement. Et on a beaucoup travaillé autour de cette situation, on a trouvé des hébergements d'urgence, elle a pu avoir les enfants, j'ai une ordonnance de protection, il y a plein de choses qui se sont mises en place autour d'elle. Son conjoint était en détention provisoire. Et puis j'ai eu moins une nouvelle, et puis plus de nouvelles du tout. Et puis un jour elle est venue me voir en me disant qu'elle retournait vivre avec son mari. Mon réflexe premier, ça aurait été de lui dire zut quoi, pour pas dire autre chose. On a fait tout ça et vous retournez vivre avec votre mari. Mais précisément parce que j'ai pas le droit de la juger, j'ai le droit d'être déçue, j'ai le droit de penser qu'elle fait les mauvais choix, j'ai le droit de pas être d'accord, et je lui ai dit d'ailleurs. Mais ce que je lui dis surtout, d'abord et avant tout, c'est je serai là. Si vous avez besoin de moi dans 6 mois parce que ça recommence, je serai là. Si vous avez besoin de repartir de chez vous parce que vous revivez ce que vous avez déjà vécu, je serai là. Et c'est difficile de dire ça. Mais voilà, ça me structure, ça m'apporte beaucoup, et sans doute autant, si ce n'est plus, que ce que je leur apporte. Au-delà de toutes vos clientes, qui sont vos sources d'inspiration? Est-ce que vous avez des figures féministes qui vous inspirent? J'ai plein de modèles, moi j'ai plein de sources d'inspiration, pas que féministes, j'ai des grands avocats, vous en interrogez beaucoup, qui m'inspirent beaucoup. Robert Badinter reste pour moi voilà, une figure tutélaire extrêmement importante. Il faut lire et relire l'exécution, il faut lire les ouvrages de Badinter. Je me nourris beaucoup de la littérature, mais sur les figures féministes, il y en a plein. Simone de Beauvoir évidemment, mais pas que. Françoise Héritier dont on parlait tout à l'heure. J'essaie de rester, voilà, de me nourrir beaucoup d'écrits, de rencontres. Je rencontre des femmes, je crée des cercles de femmes, je rencontre des hommes aussi. Voilà, je reste en prise et connectée avec tout ça. Et puis j'essaie d'écrire un peu aussi, alors c'est modeste, hein, mais j'aime bien faire ça, j'aime bien me livrer à cet exercice-là, quand vraiment j'ai trop les boules, que c'est trop dur d'entendre un certain nombre de choses ou de vivre un certain nombre de choses. J'ai trouvé cet exutoire et je prends la plume, et ça ne révolutionne pas la face de la Terre, on est bien d'accord, hein, mais ça me fait du bien à moi, et donc je pose par écrit, et puis je donne à lire ceux que ça intéresse. Est-ce qu'un jour vous allez publier des livres? J'ai publié beaucoup de tribunes. Pour l'instant, ça reste que des tribunes, donc des coups de gueule. J'ai une grande gueule, donc voilà. Mais j'aimerais bien, ouais, ça j'aimerais bien me confronter à ça et voir si j'ai cette capacité-là. Je suis pas certaine, mais j'aimerais bien. Justement, il y a aussi un autre grand avocat, Robert Badinter, dont vous parliez, qui a écrit beaucoup de livres. Il était avocat, il est devenu ministre, puis sénateur. Est-ce que vous avez envie de vous engager un jour en politique? Ben, je l'ai fait un peu. J'étais sur une liste à Nantes. Nantes, et un mot là-dessus, ça me paraît extrêmement important d'avoir des ambitions politiques fortes sur ces questions-là d'égalité femmes-hommes. Précisément parce que c'est un vrai scandale, cette histoire de l'inégalité. C'est une inégalité fondamentale. Je ne veux pas avoir l'air de radoter, j'y reviens, mais vraiment c'est un vrai scandale qu'on n'en soit pas encore à l'égalité. À Nantes, la maire de Nantes s'est vraiment engagée très fortement. Elle a réfléchi, elle continue de le faire, sur comment rendre une ville, un espace commun, un territoire moins discriminant à l'endroit des femmes, dans les usages. Ça ne vous étonnera pas, mais il y a des lieux qu'on ne peut pas, nous, fréquenter à certaines heures.
L'île de Nantes et compagnie. On ne peut pas. Et ça, c'est inacceptable. Donc, comment est-ce qu'on repense la ville de manière égalitaire entre les femmes et les hommes? C'est une question que la maire de Nantes s'est posée et continue de développer. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, il faut faire ça à l'échelle d'une région et puis à l'échelle d'une nation. À Nantes, c'est ouvert il y a presque un an, jour pour jour, Citadelle, ce centre d'accueil des femmes, d'hébergement ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui offre des hébergements, un accompagnement social, médical, juridique, où les femmes peuvent déposer plainte, où c'est les avocats et les policiers qui se déplacent, où c'est un centre qui est joli, qui est accueillant, qui est chaleureux, qui est sécurisant. Voilà, ça c'est des choses extrêmement fortes. Donc oui, ça m'a encouragée à m'engager. Mais l'exercice politique est quand même un exercice extrêmement difficile pour les femmes. Moi, je suis très admirative des femmes qui s'engagent en politique, parce que s'il y a un endroit où le sexisme, alors là, ne se cache pas du tout et est assumé pour ce qu'il est, c'est l'espace politique. Hein. L'interview va toucher à sa fin. Si vous ne deviez retenir qu'un seul moment dans votre carrière qui vous a rendu fière et heureuse d'être avocate, quel serait-il ? Je suis incapable de répondre à cette question en vérité. C'est-à-dire que moi, je suis tous les jours fière et heureuse d'être avocate. On boucle, hein. C'est plus qu'un métier, c'est une identité, et on est très nombreux, très nombreuses à vous dire ça. Donc moi, il y a ce petit moment particulier. Je sais que Gisèle Halimi pensait la même chose également. Ce petit moment particulier où vous vous levez et où vous allez prendre la parole devant une cour d'assises. C'est un instant de vertige. Lorsque vous effectuez ces quelques pas qui vous séparent de la barre, que vous plantez votre regard dans celui de ceux qui vous écoutent, et que vous portez la parole devant cette instance judiciaire qui est à défendre, qui est à préserver, qui est menacée actuellement, qui est la cour d'assises, cet instant-là de bascule, de péril, d'engagement, il est à nul autre pareil. Voilà, moi j'aime être avocate pour ces moments-là, pour ces moments où ils sont rares, c'est pas tous les jours, mais ces moments où j'ai l'impression que je suis au plus juste de la parole de celles et de ceux que je défends, de ce que je suis au plus juste du mandat qui m'a été confié, que je suis en cohérence avec tout à la fois la parole de mon client ou de ma cliente et ce que je suis, et que j'arrive à leur parler et à faire passer un message. Cet instant-là, il est unique, il est précieux, et c'est vraiment l'essence de notre métier pour moi. Merci beaucoup Anne Bouillon pour cette interview. Merci à vous. Au-delà des mers, là-bas sur le ciel clair, il existe une cité